Euh, Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo sur l'étude énergétique des systèmes mécaniques. Et donc on va arriver au dernier point qui est le plus important, c'est l'énergie mécanique. Alors on avait vu dans le chapitre précédent que donc l'énergie totale d'un système se décomposait en deux parties, c'est-à-dire l'énergie macroscopique, donc qu'on peut mesurer à notre échelle à nous, et puis l'énergie microscopique qui, elle, se mesure à l'échelle des atomes et plus petits, ou à peu près à l'ordre de grandeur des atomes. Et donc l'énergie qu'on appelle mécanique d'un système, eh bien ça va être quoi? Ça va tout simplement être la somme de toutes les énergies macroscopiques que l'on a. Alors vous avez deux types de formes d'énergie, je vous l'avais dit. Vous avez les énergies cinétiques qui sont liées à la vitesse, et puis les énergies potentielles. Alors les énergies potentielles macroscopiques, il y en a plusieurs types, mais celle qui va nous intéresser surtout nous, eh bien c'est ce qu'on appelle son énergie potentielle de pesanteur, c'est-à-dire qui est due à la hauteur d'un système. De toute façon, ça ne change rien pour le premier, c'est-à-dire la définition. L'énergie mécanique, on va noter donc EM, E pour énergie, petit m en indice qui veut dire mécanique, d'un système de masse m est la somme de son énergie cinétique qu'on va noter EC, et de son énergie potentielle que l'on va noter EP. Voilà, EP pour énergie potentielle, EC pour énergie cinétique, et donc votre énergie mécanique, c'est-à-dire l'énergie macroscopique, c'est égal à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Voilà. Ça, c'est pour le cas général. Alors, la plupart du temps, l'énergie cinétique, on a vu comment ça se calculait, c'est un demi de mv au carré. Et puis l'énergie potentielle, nous, ce qu'on va faire, c'est que au lycée, on va se limiter à un seul type d'énergie potentielle. C'est l'énergie potentielle de pesanteur, donc qui est due donc à la hauteur. Alors par exemple, alors, je fais un petit schéma sur le côté, vous n'êtes pas obligé de le faire, évidemment. Donc imaginons que je choisisse ici un axe vertical, donc avec le point O qui va être mon origine, et cet axe, ça va être l'axe Z. Là, pourquoi c'est Z? Puisque c'est l'altitude la plupart du temps, les repères OX, Y, eh bien X ça va par ici, Z, enfin Y en traversant l'écran, et puis le Z c'est vertical. Donc si je prends ici un objet, imaginons que je le mette à l'altitude, on va l'appeler au point A, donc ici ça va être mon altitude ZA, et bien si j'arrive à le monter en hauteur, ça va me demander moi un travail, d'accord? Le fait de soulever les objets vers la hauteur, eh bien il va falloir que je lui applique une force qui travaille, donc cette force qui va lui permettre donc de s'élever. Et donc du coup, si j'ai une force qui travaille, forcément vous savez que je vais avoir un transfert énergétique, donc ça veut dire que mon objet qui va être en hauteur, eh bien va acquérir une certaine énergie qui va être due à sa position qui va être plus en hauteur, qu'on va appeler l'énergie potentielle de pesanteur. Donc voilà, le fait de monter un objet en hauteur va lui faire acquérir de l'énergie. L'exemple, c'est par exemple le barrage. De l'eau qui se situe en hauteur dans un barrage, eh bien si vous la faites tomber plus bas, eh bien vous allez donc créer l'eau va acquérir de la vitesse, donc de l'énergie cinétique. Vous voyez bien qu'il y a aussi un autre transfert d'énergie qui va se dérouler ici, et donc cette énergie on peut la récupérer par exemple en faisant tourner une turbine et en alimentant donc un générateur électrique par exemple. Donc on voit bien que le fait de mettre des choses en hauteur, les objets vont posséder une énergie qu'on va appeler l'énergie potentielle de pesanteur. Alors, je vous mets donc en définition, l'énergie potentielle de pesanteur est l'énergie que possède un solide du fait de son altitude. Je suis en altitude, donc je suis en hauteur, ça veut dire que je possède donc une certaine énergie par rapport évidemment à la surface de la Terre. Elle se note cette fois-ci EPP, pour énergie potentielle de pesanteur, et elle s'exprime dans le système international d'unité en joules, puisque c'est une forme d'énergie, symbole toujours J majuscule. Alors pour un solide au voisinage de la Terre, son expression est donnée par, alors ça peut se démontrer, mais je ne vais pas vous le faire, voilà, c'est l'énergie potentielle de pesanteur, EPP, c'est égal à M, G, Z. Alors M, c'est la masse, donc il va s'exprimer en kilogrammes. G, c'est l'intensité de la pesanteur, c'est l'intensité du champ de pesanteur, intensité de la pesanteur. Alors généralement sur Terre, c'est une valeur qui est donnée, ça c'est pas à connaître, c'est environ 9,80 newtons par kilogramme. Et puis Z, j'ai plus assez de place, c'est donc l'altitude.
qui va se mesurer cette fois-ci en mètres. Alors je vais faire une remarque, parce qu'en fait cette formule-là, en fait c'est une sorte d'approximation. Je vais juste, vous devez connaître ça, l'approximation qui est ici. Après, la véritable sens de cette énergie potentielle, je vais la détailler juste après. Alors je reprends mon petit exemple de tout à l'heure. Vous voyez ici sur mon axe, eh bien j'ai choisi un endroit 0. Mais ça, l'axe vertical, il n'y a pas de réalité physique, c'est moi qui décide de où est mon altitude. Sur la Terre, on a décidé que le niveau 0, c'était le niveau de la mer. Voilà, mais je suis pas obligé, je peux mettre l'altitude à n'importe quelle hauteur ici, donc je peux mettre mon 0 ici, je peux mettre mon 0 là-haut, ça ne change rien. Ce qui veut dire qu'en fait, mon altitude ici, ZA et ZB, elle est calculée en référence à celle-ci. En fait, ici, je devrais dire plutôt que un Z, je devrais dire un delta Z, c'est-à-dire qu'une variation de hauteur. Je pourrais dire que c'est ZB par exemple moins ZA. D'accord? Par contre, si je choisis par exemple mon niveau 0, en fait que mon point, si je le mets pas ici, mais si je le mets au niveau 0, vous comprendrez bien que mon delta Z se devient, donc ça va me donner directement l'altitude. Quand vous dites par exemple que le Mont Blanc est à 4807 mètres de hauteur, il faut bien préciser que vous avez choisi comme référence le niveau 0 de la mer. On aurait pu choisir très bien une autre référence, par exemple le point le plus profond des abysses, et dans ce cas-là, votre Mont Everest serait bien plus haut. D'accord? Ça ne changerait rien physiquement à ce qu'il est, c'est juste votre référence. Et bien donc, en fait, ce qui se passe, c'est que votre formule qui se trouve ici, elle est valable à une constante près, à une altitude près. La plupart du temps, évidemment, nous, on choisira comme altitude 0 le niveau de la mer, mais je ne suis pas obligé. Donc cette remarque vous dit que globalement, eh bien, si je prends la feuille d'après, donc la position du solide est repérée sur un axe OZ vertical orienté vers le haut, c'est ce qu'on a vu. On prend alors généralement comme origine des énergies potentielles un point situé à sa surface de la Terre. Ainsi, on va déterminer que l'énergie potentielle de pesanteur est nulle en ce point. D'accord? Mais ça, c'est nous qui le choisissons. Cette altitude 0, on l'a choisie. Donc ce qui veut dire que la véritable expression de l'énergie potentielle, en fait, c'est quoi? C'est EPP égale M, G, Z, ce qu'on a vu, plus une certaine constante que je vais appeler C. Donc c'est valable à une constante près, mais la plupart du temps, évidemment, on va choisir que cette constante est égale à 0 en choisissant bien un axe vertical avec le bon endroit pour avoir une valeur 0. Donc la plupart du temps, on ne la mettra pas cette constante, mais c'est vrai que sinon ma formule elle est fausse si je ne mets juste ça. Donc C c'est une constante, je vais le marquer ici. Donc C c'est une constante qui va me donner mon énergie potentielle à mon niveau 0. D'accord? Donc c'est une constante où l'énergie potentielle, où je mets égal par contre, c'est bien. Donc égal à l'énergie potentielle de pesanteur à l'origine du repère. Pardon. Voilà, je vais faire un plus petit. Donc voilà, franchement c'est pas à savoir véritablement ce que je vous raconte là. C'est vraiment du détail. C'est pas très important pour comprendre la suite. Je vous le mets parce que voilà, sinon j'aime bien être quand même rigoureux dans ce que je raconte. Et si je le mets pas, c'est pas tout à fait vrai. Et puis un jour on va me dire ah, vous m'avez pas dit ça, etc. Donc je préfère le dire, mais ça, la remarque ici n'est pas à savoir. Vous, ce que vous devez connaître, c'est que l'énergie potentielle de pesanteur, c'est mgz. Voilà, il faut juste choisir que l'énergie potentielle est égale à 0 en 0, c'est tout. Point. Alors, on aurait pu faire des manipulations que l'on n'a pas faites, évidemment. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est en fait, on aurait pu faire quelques manipulations avec, en choisissant d'ici un axe Z, et puis je prends un objet et puis je le fais tomber. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Comme il est soumis à son poids, eh bien il va tomber. Alors avec une webcam par exemple, on peut filmer le mouvement de l'objet, et puis grâce à un logiciel, on peut avoir un traitement de données qui nous permet de faire le calcul de l'énergie mécanique, c'est-à-dire la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur. Donc il suffit de connaître la masse, rentrer les altitudes que l'on choisit, et puis le logiciel permet de calculer la vitesse pour avoir l'énergie mécanique. Alors, si on fait cette expérience-là, si par exemple je prends une balle assez lisse, si je trace un graphique comme celui-ci, des énergies en fonction du temps. Voilà. Je vais faire un petit T ici. Alors, si on trace ça, déjà on s'aperçoit qu'au départ, notre énergie cinétique,
elle est égale à 0 puisque votre objet ne bouge pas. Et puis comme vous le faites tomber, bien, il va accélérer. Ça veut dire que votre énergie cinétique, eh bien, elle va avoir à peu près l'allure, à peu près comme ceci. Alors évidemment, moi avec le truc, c'est pas très facile, mais on comprend bien que ce que j'ai représenté en vert, c'est l'énergie cinétique de votre objet. Au départ, vous avez une vitesse qui est nulle, donc votre énergie cinétique est égale à 0. Et puis évidemment, votre objet accélère, donc votre énergie cinétique va augmenter. Alors si on choisit pareil un bon axe pour avoir mon énergie potentielle de pesanteur égale à 0 ici en 0, eh bien on va s'apercevoir que comme je suis en hauteur, je suis à ce niveau-là, donc je suis à un niveau plus élevé que mon niveau 0, ça veut dire que je possède une énergie potentielle de pesanteur. Alors si je possède au départ une énergie potentielle de pesanteur, je suis à peu près ici. Et donc on va s'apercevoir d'une chose, c'est que comme votre objet va diminuer, va pas diminuer, votre objet va tomber, l'énergie potentielle de pesanteur, elle va diminuer au cours du temps puisque vous descendez. Et donc on aura quelque chose d'à peu près comme ceci. Donc voilà, là c'est mon énergie potentielle de pesanteur. Et donc le logiciel nous permet de faire la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur, et on trouverait ceci pour l'énergie mécanique de mon système. Donc en rouge ici, ça serait mon énergie mécanique. On s'aperçoit que, en fait, si je suis en l'absence de frottement, eh bien j'ai quelque chose qui s'appelle la conservation de l'énergie mécanique. Les frottements, en fait, si on imagine par exemple que je prends le cas extrême, que je fasse cette expérience sur la Lune où il n'y a pas d'air, là j'aurai plus du tout de frottement et j'aurai véritablement conservation totale de l'énergie mécanique. Ça veut dire que l'énergie potentielle de pesanteur que je n'ai au départ va totalement se convertir en énergie cinétique, c'est-à-dire qu'en vitesse. Voilà. Et donc, vous pouvez constater assez facilement qu'on a conservation de l'énergie mécanique en l'absence de frottement. Alors, on va le noter ici, c'est le petit 3, c'est conservation de l'énergie mécanique. Alors, je vais le noter ici, donc en l'absence de frottement, alors, dans un cas plus général, mais pour nous ça ne changera pas grand-chose, c'est ce qu'on appelle les forces non conservatives qu'on avait vu juste avant, donc des forces qui vont dépendre du chemin suivi. Donc non conservatives. Voilà. Ou si le système est soumis à des forces dont le travail est nul, alors il y a conservation de l'énergie mécanique. Il y a conservation de l'énergie mécanique. Et donc, qu'est-ce qui se passe s'il y a conservation de l'énergie mécanique? On va imaginer que je suis, que je vais, j'effectue un déplacement de A vers B. Eh bien, je vais dire que l'énergie mécanique, je vais faire ça en bleu, l'énergie mécanique en un point A, par exemple ici, je vais peut-être le faire là. Imaginons que je parte ici du point A et que je laisse tomber, que j'aille au point B, donc qui se trouve sur le sol. Donc voilà, l'énergie mécanique en A, que je vais appeler EMA, et puis je vais avoir une énergie mécanique ici en B. Et bien comme j'ai conservation de l'énergie mécanique, j'ai ici forcément égalité entre l'énergie mécanique en mon point A qui se trouve en hauteur et l'énergie mécanique qui se trouve au point B. Ça veut dire que si je fais la variation d'énergie mécanique, ça veut dire que si j'ai un delta M, donc je vais marquer plutôt delta EM, donc la variation d'énergie mécanique pour passer d'un point A à un point B, je le mets avec des petites flèches comme ça pour qu'on comprenne ce que ça veut dire, on n'est pas obligé de les mettre après. Donc c'est-à-dire l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale, eh bien sera égale à 0, puisque les deux sont égales, donc ça moins ça égale à 0. Donc voilà, si j'ai pas de frottement, ou on va dire plus généralement pas de force conservative, si toutes les forces qui s'appliquent à mon système sont conservatives, eh bien globalement, je vais pouvoir dire que j'ai conservation de mon énergie mécanique, et donc ça va me permettre de calculer, par exemple, si je connais là par exemple dans ce cas-là, souvent on connaît la hauteur initiale, la hauteur finale, et bien je peux connaître par exemple la vitesse finale de mon système grâce à cette conservation d'énergie mécanique. Alors, maintenant on va essayer de voir ce qui se passe si j'ai des frottements.
Eh bien, si j'ai des frottements, alors vous m'excuserez parce que ça va pas être facile de faire des graphiques. Je vais les faire juste comme ça, vous aurez un beau graphique sur la fin du cours. Donc je reprends mon énergie ici, en fonction du temps. Imaginons que je fasse cette même expérience-là, mais par exemple, si je fais tomber une balle dans de l'huile, hein, c'est l'expérience qu'on aurait pu faire, on fait tomber une bille dans de l'huile, on va voir évidemment qu'elle va être ralentie, elle va tomber moins vite. Alors, ce qui se passe, c'est que mon énergie cinétique, alors mon énergie potentielle de pesanteur, elle va quasiment être la même au cours du temps, voilà, ça va diminuer, hein, puisque je suis en hauteur, ça descend. Et par contre, mon énergie cinétique, eh bien, elle, on va dire qu'elle va moins augmenter. Voilà, elle va être comme ceci, puisque elle va augmenter, ça va forcément aller plus vite au fur et à mesure, mais pas complètement. Ce qui veut dire que mon énergie mécanique ici, eh bien, elle va diminuer. Alors, ce qui se passe, voilà, ce qui se passe, pardon, on va enlever ça. Ce qui se passe, c'est que en fait, quand un objet frotte avec l'air, eh bien, il va y avoir un transfert d'énergie puisque vous allez libérer de l'énergie sous forme de chaleur, sous forme d'énergie thermique. Si vous faites l'expérience de frotter dans vos mains, vous vous apercevez que ça chauffe. Donc ça veut dire que vous transformez de l'énergie mécanique en énergie thermique. Alors cette énergie, elle sera perdue, hein, puisqu'elle ne sera pas réutilisable derrière, et donc c'est un problème. Donc plus dans un mouvement, par exemple, plus on va limiter les frottements, et plus on va avoir conservation de l'énergie mécanique, et par exemple pour tout ce qui est trajectoire des projectiles, ou alors optimisation des véhicules, et bien évidemment on aura moins de perte d'énergie, donc un gain d'argent qui peut exister. Donc ici, dans le cas avec frottement, eh bien plus j'ai de frottement, moins mon énergie mécanique va se conserver. Et donc je vais en perdre. Alors, à quoi c'est dû cette perte d'énergie? Vous savez que l'énergie globale se conserve, hein. C'est un principe fondamental en physique. Donc ça veut dire que cette énergie, je ne peux pas l'utiliser, mais elle n'est pas totalement perdue. En fait, elle s'est transformée en chaleur, et ces chaleurs sont dues au frottement. Et donc pour calculer ce transfert, eh bien je vais tout simplement calculer le travail, de mes forces de frottement. Plus généralement, je vais dire que je vais calculer le travail de mes forces qui sont non conservatives. Alors pour vous au lycée, de toute façon les forces non conservatives, ce seront quasiment obligatoirement les forces de frottement. Donc on va revenir à la partie cours. On vous dit donc non-conservation de l'énergie mécanique. Lorsqu'un système est soumis à des forces non conservatives qui travaillent, hein, par exemple le cas des forces de frottement, eh bien son énergie mécanique ne se conserve pas. Ne se conserve pas. On va donc pouvoir écrire que la variation d'énergie mécanique, donc que je vais noter en bleu, c'est pas mal. Donc on va noter donc delta EM, la variation d'énergie mécanique, delta EM. Alors je vais pareil, je mets entre parenthèses pour mon trajet de A vers B. Donc ça veut dire que c'est EM en B moins EM en A. Cette partie qui se trouve là entre les flèches, la plupart du temps, je ne le noterai pas parce que ça surcharge un petit peu. Il faut juste savoir que la variation d'énergie mécanique, c'est toujours l'énergie mécanique finale moins l'énergie mécanique initiale. Donc c'est pour ça que je vais de A en B. C'est-à-dire que mon état final, c'est le B, donc c'est EMB moins EMA. Est égal à quoi? Eh bien, ça va être égal à la somme, hein, donc mon grand sigma, des travaux de A vers B, j'ai plus assez de place, veuillez m'excuser, des forces qu'on va appeler NC pour non conservatives. La plupart du temps, hein, je vous dis, ces forces non conservatives, ça sera les forces de frottement. Donc je mets somme ici, mais la plupart du temps, ce sera égal aux forces de frottement. Alors on comprend que globalement, si vous n'avez pas de perte d'énergie, votre énergie mécanique va se conserver. C'est-à-dire qu'en gros, s'il n'y a pas de frottement, votre énergie mécanique va se conserver. Par contre, s'il y a des frottements, vous avez une partie de votre énergie qui va se transformer en chaleur et qui, elle, va être perdue. Et cette énergie perdue non utilisable, ça va être dû donc au travail des forces qui vont appeler non conservatives. Alors je vais mettre peut-être une légende pour que on puisse bien comprendre. Donc ce que j'appelle somme des travaux de A vers B des forces non conservatives, c'est quoi? Eh bien ça, je vais le marquer peut-être en plus beau, comme ceci. Ça, c'est la somme des travaux des forces non conservatives
s'appliquant sur le système. S'appliquant sur le système. Typiquement, ce sont les forces de frottement. D'accord ? Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle donc la somme des travaux des forces non conservatives s'appliquant sur le système. Les forces de frottement, la plupart du temps pour vous. Alors, remarque, vous n'avez pas à connaître le nom, mais je vais vous le donner quand même, c'est pas grave. Ça, c'est ce qu'on appelle le théorème de l'énergie mécanique. Alors, on a vu c'est notre deuxième théorème que l'on voit. Le premier que l'on a vu, c'était le théorème de l'énergie cinétique, et celui-là, c'est le théorème de l'énergie mécanique. Alors, en fait, à partir des 3 lois de Newton, on peut démontrer le théorème de l'énergie cinétique, et à partir du théorème de l'énergie cinétique, on peut démontrer ce théorème ici, pour ça que ça s'appelle théorème, parce qu'on peut le démontrer, de l'énergie mécanique. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que voilà, le théorème de l'énergie mécanique, c'est quelque chose qui se déduit du théorème de l'énergie cinétique. Pour les exercices, en fait, globalement, ce qu'il va falloir savoir faire, c'est savoir utiliser ces deux théorèmes-là. Alors, ils sont quasiment équivalents dans plein de situations. Le problème du théorème de l'énergie cinétique, c'est que en fait ça va souvent être plus compliqué à résoudre parce qu'il faut calculer tous les travaux qui sont ici. Et donc calculer tous les travaux, c'est des fois un peu plus compliqué, alors que pour le théorème de l'énergie mécanique, eh bien si je connais quasiment mon système à l'état initial ou final, eh bien je vais facilement déduire bien les travaux des forces non conservatives. Donc dans les exercices, en fait ce qu'il faudra faire, c'est essayer la plupart du temps eh bien d'utiliser ce théorème de l'énergie mécanique pour résoudre toutes les questions. Ça sera la plupart du temps beaucoup plus simple. Alors on peut le faire aussi avec le théorème de l'énergie cinétique, on pourrait même le faire avec les 3 lois de Newton, mais c'est pareil, ça prendrait beaucoup plus de temps. Celui-là permet de simplifier tous les calculs. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice type sur l'utilisation de ce théorème de l'énergie mécanique. Alors, on va prendre une situation, je vous mets un exemple. Donc, on étudie une skieuse de masse M qui dévale de A à B une piste de ski de dénivelé H et d'inclinaison alpha sans vitesse initiale. L'étude se fait dans le référentiel terrestre supposé galiléen. Premièrement, on néglige l'action de l'air et des frottements du sol. Voilà, donc là, ça veut dire que j'ai pas de frottement. Alors, quelles sont les forces subies par la skieuse? Je vous avais dit, dans tout problème de mécanique, il faut absolument faire un schéma. Alors, le schéma, je vais commencer à le faire ici, donc vous pouvez me faire sur le côté un triangle rectangle. Donc moi, je vais le sélectionner, et puis je vais le déplacer sur la feuille pour qu'on puisse bien comprendre. Voilà. Alors, je prends mon triangle, et donc là, je détaille véritablement toutes les questions, hein, d'accord? Alors, voyez, imaginons que j'ai ma petite skieuse. Voilà, on va dire, elle est là-haut. Voilà, je fais du ski, je sais pas très bien dessiner, excusez-moi. Donc, je vais partir du point A. Donc, je vais dire par exemple que ce point, c'est le point A. Et puis, je vais aller jusqu'à ce point B qui se trouve en bas ici. Alors, on va essayer de décortiquer un petit peu cet énoncé. On vous dit donc la piste de ski a un dénivelé H. Alors, le dénivelé, c'est quoi? Bah, c'est tout simplement, ça sera dit dans les exercices sinon, c'est la hauteur ici. D'accord? C'est ça, c'est la hauteur H. Donc ça, je connais. D'accord? C'est à la valeur H. Et puis, on vous dit aussi, je connais l'inclinaison alpha. Ça veut dire que l'inclinaison, c'est cet angle-là. Donc voilà, ça c'est ma situation. J'ai ma skieuse qui va se déplacer de A vers B. Je connais la hauteur H et je connais cet angle ici, alpha, à l'intérieur. Alors, quelles sont les forces que va subir la skieuse? Alors, la skieuse, alors là, je vais la faire peut-être en milieu de la descente. On va dire à cet endroit-là. Peu importe, bon, non, je vais pas le faire, ça va pas être très intéressant. On va dire que je vais la symboliser au milieu de la descente par son centre de gravité que je vais appeler G. Et donc voilà, je veux dire que c'est un point matériel et point final. Alors, quelles sont les forces? Premièrement, vous êtes sur la Terre, elle possède un poids. Donc un poids que je vais noter P.
Le poids P, je vais le faire peut-être en vert pour changer de couleur, eh bien c'est forcément une force qui est verticale, dirigée vers le bas, hein, quel que soit l'endroit où je suis. Donc ici je suis aussi, donc forcément, j'ai forcément une force ici verticale, dirigée vers le bas. Donc ça c'est mon poids P en vert. Quelles sont les autres forces auxquelles la skieuse est soumise? Eh bien, j'ai pas de force de frottement, par contre je suis sur le sol. Donc en fait, elle va subir la réaction du sol, donc ça va être une réaction qui va être normale au sol. Normale, ça veut dire perpendiculaire. Donc je peux noter par exemple en violet, eh bien la réaction du sol, réaction par réactif, n'importe quoi. Donc la réaction du sol, que je vais noter R avec une flèche. Et donc ici, c'est une droite qui doit être perpendiculaire, eh bien, à ma surface. Ça veut dire que je dois la tracer comme ceci. Voilà. Ok. Je dois forcément avoir un angle droit à cet endroit-là. Et ça, c'est ma réaction que je vais appeler R. Voilà, ça c'est ma réaction. Je pourrais l'appeler Rn, puisque c'est une réaction normale, hein, perpendiculaire. Je vais juste l'appeler R, ça va être plus facile. Alors, j'ai fait mon schéma. Je vais le mettre peut-être à la bonne place. Voilà, il est là. C'est pas grave si vous avez fait sur le côté, c'est pas très important. Voilà. Alors, que peut-on dire de la variation d'énergie mécanique? Alors, ici, il y a un mot qui est très important. C'est quoi? C'est on néglige l'action de l'air et les frottements sur le sol. Ça veut dire que comme je n'ai pas de frottement, j'ai forcément conservation de l'énergie mécanique. Si j'ai conservation d'énergie mécanique, ça veut dire que j'ai le E, l'énergie mécanique, en A, qui va être égal à l'énergie mécanique en B, ce qui veut dire que ma variation d'énergie mécanique, delta EM, est égale à 0. Voilà. Forcément, j'ai conservation d'énergie mécanique, je n'ai pas de frottement. Alors ensuite, c'est la question un petit peu plus dure. On vous demande d'exprimer la valeur de la vitesse qu'on va appeler VB en fonction de G et de H. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est que j'utilise ça. Je vais la détailler, cette formule-là. Ce que je vais faire, c'est que je vais calculer l'énergie mécanique. Donc on va peut-être mettre calcul de l'énergie méca, je vais marquer méca pour aller un peu plus vite, en A. Alors quelle est cette énergie mécanique en A? Donc je marque EM en A, c'est égal à quoi? Eh bien c'est l'énergie cinétique en A plus l'énergie potentielle de pesanteur en A. Voilà. Maintenant je peux détailler encore mon calcul. Hein. Je peux dire que l'énergie cinétique en A, eh bien c'est 1/2 de M, alors la masse est toujours la même, V par contre, ici je vais V carré, par contre je vais pas laisser le V, parce que si je laisse le V, en fait la vitesse de votre skieuse elle va augmenter, hein, d'accord, puisqu'elle descend, donc elle va augmenter, ça veut dire que la vitesse en A n'est pas la même que la vitesse en B. Donc je vais noter en indice VA. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ben ça c'est 1/2 de la vitesse, enfin l'énergie mécanique, 1/2 de la masse fois la vitesse au carré, mais uniquement dans la position A. Plus, eh bien, la définition de l'énergie potentielle, c'est-à-dire M, G, Z, et de la même manière, je vais dire que c'est le point A, puisque c'est l'énergie potentielle en A. Donc l'altitude Z, A, si vous regardez bien, hein, si je prends par exemple un axe vertical OZ ici, eh bien, mon ZA, c'est ma hauteur H. D'accord? Donc je peux remplacer mon ZA par la hauteur H. D'accord? Donc je vais le marquer sur le côté. ZA, c'est égal à H. Et qu'est-ce que je peux remplacer encore? Bah, maintenant, il faut essayer de décortiquer un petit peu cet énoncé. On vous dit qu'on part du point A sans vitesse initiale. Ça veut dire que la vitesse initiale de départ, c'est-à-dire mon VA, est égale à 0. Hein, je peux marquer aussi, or, VA est égal à 0. Ce qui veut dire que si je veux calculer mon énergie mécanique au point A, eh bien ça va être égal à quoi? Eh bien ce terme-là va être supprimé, hein, je peux carrément l'enlever puisque VA égale 0. Qu'est-ce qui va me rester? M, G, H. Voilà, c'est tout. Maintenant je vais faire la même chose. Est-ce que j'ai assez de place après? Non.
Donc je vais essayer de faire ça plus petit. Hop, hop, hop. Si je fais la même chose en B, donc je vais marquer calcul de l'énergie, j'écris vraiment pas bien, je suis désolé, méca en B, donc je vais faire le même raisonnement. EM en B est égal à quoi? L'énergie cinétique en B plus l'énergie potentielle de pesanteur en B. Alors, je vais écrire sur le côté parce que je ne vais pas avoir cette place sinon. Donc l'énergie cinétique, je remplace, je dois connaître mes formules, c'est 1 demi de M VB, par contre ici pareil, au carré, plus M, G, et puis ZB. Alors le ZB, alors regardez bien, je suis en bas, j'ai choisi mon référentiel ici de telle manière à avoir ici 0. Ça veut dire que mon ZB est bien égal à 0, puisque à la fin, j'ai décidé que c'était comme ça. Donc ZB est égal à 0, ce qui veut dire que mon énergie mécanique en B, je peux l'écrire de cette manière-là, donc est égal à 1 demi de M VB au carré, à plus 0, donc je vais m'arrêter là. Donc maintenant, comme je connais l'énergie mécanique en A, je connais l'énergie mécanique en B, je vais pouvoir utiliser cette chose-là. La variation d'énergie mécanique est égale à 0. Donc ça veut dire que comme delta EM, je vais marquer même comme, ça va être mieux, comme delta EM qui est égal à donc l'énergie finale, c'est-à-dire l'énergie mécanique, pardon, j'ai mis un delta et pas de delta. Donc l'énergie mécanique en B moins l'énergie mécanique en A est égale à 0. Donc maintenant j'ai juste qu'à remplacer. L'énergie mécanique en B, c'est 1 demi de M VB carré, qui est égal, décidément, moins l'énergie mécanique en A, c'est MGH, est égal à 0. Bien, maintenant ce qu'on vous demande, c'est exprimer la vitesse VB en fonction de G et de H. Donc je vais pouvoir résoudre mon équation en disant VB égale quelque chose. Alors voilà, j'espère que là c'est des maths là maintenant, c'est plus de la physique. Donc je peux supprimer mes M. Je peux dire que mon VB carré c'est égal à 2GH, conséquence que mon VB est égal à racine de 2GH. Voilà. Donc là, j'ai exprimé, c'est bien la question, j'ai bien exprimé VB en fonction de G de H. Donc ici, la racine carrée et le 2, c'est tout simplement des opérateurs mathématiques. Donc c'est pas des variables. Donc voilà, j'ai bien réussi ma question. Voilà. Ça ressemble à ça, ce type d'exercice que vous pouvez trouver. Donc ce qu'il faut faire pour ce genre de choses, ici j'ai bien détaillé ce qui ne se fera pas forcément dans tous les exercices, mais vous devez faire la somme des forces, d'accord, faire un schéma ici, en positionnant vos axes, etc. Et après, en déduire que comme il n'y a pas de frottement, la variation d'énergie mécanique était égale à 0. Calculez vos énergies mécaniques dans les deux positions, la position A et la position B, et appliquez le théorème ici de la conservation de l'énergie mécanique, et on retire ça. Vous voyez que maintenant les exercices, c'est pour ça que je vous ai dit que c'est le plus difficile, les exercices ne sont pas juste, voilà, vous connaissez votre formule, vous l'appliquez. Maintenant, il faut falloir utiliser des théorèmes, et donc savoir résoudre des problèmes grâce à vos théorèmes. Bien. Alors, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire la même chose, mais avec du frottement. Alors, on vous dit la vitesse VB' à la fin de la descente est en réalité plus faible. Donc, en gros, si j'ai pas de frottement, je vais avoir cette vitesse-là théorique, racine de 2GH, et puis finalement, si je la mesure, eh bien, cette vitesse V ne sera pas égale, sera plus petite, puisque, évidemment, le fait de dire qu'il n'y a pas de frottement est un cas idéal qui n'existe pas. Donc, il y a forcément des frottements quelque part. Ça veut dire qu'on a forcément perdu un peu d'énergie, que votre vitesse, du coup, n'est pas la même à la fin, donc elle est forcément plus petite. C'est ce qu'on va pouvoir dire sur ce petit A. Je vais le noter là. Donc, en attendant, on peut noter donc la skieuse subit des frottements. Et donc son énergie mécanique n'est pas conservée. J'ai marqué son EM si ça vous dérange pas. N'est pas
conserver. De toute façon, ça peut pas vous déranger puisque vous ne pouvez pas me dire si ça va ou ça va pas. Par contre, vous avez le droit de me poser des questions. C'est pas facile cette partie-là. Alors, donc, à l'aide du théorème de l'énergie mécanique, là on vous le précise, c'est pas toujours le cas, mais à l'aide du théorème de l'énergie mécanique, exprimez en fonction de M, alpha, G, H et VB', la valeur des forces de frottement supposées constantes subies par la skieuse au cours de sa descente. Alors, donc là, comment on va faire? Alors, je vais refaire le schéma. Donc, moi, je vais reprendre ce schéma-là. Donc, je vais essayer de le décaler ici. Donc, qu'est-ce que j'ai? Hop, ça. Non, ça va pas. Non, ça va pas. Voilà. Donc ça, je vais le mettre ici. Oh zut, je vais faire une pause. Ouais, j'ai remis bien mon schéma, donc j'ai refait mon schéma. Donc maintenant j'ai des forces de frottement. Alors les forces de frottement, vous devez savoir que elles sont toujours dans la même direction que le déplacement, d'accord, et qu'elles sont de sens opposé au déplacement. Ça veut dire que ici, eh bien mon déplacement il va être suivant ma pente, donc je dois faire une droite qui doit être suivant ma pente, donc avec le même angle, et comme la skieuse descend, eh bien je vais le faire la force de frottement dans l'autre sens. Donc je vais faire, par exemple, cette longueur-là, et ça va être ce que j'appelle mes forces de frottement. Donc ils vont être dans ce sens-là que je vais appeler petit f. Voilà, ça c'est donc ma situation qui va être à cet endroit-là. Alors, je vais écrire mon théorème de l'énergie mécanique. Mon théorème de l'énergie mécanique me dit que eh bien, delta EM, c'est égal à quoi? À la somme des travaux de A vers B de mes forces non conservatives. Alors, quelles sont mes forces non conservatives? Eh bien, j'ai parmi ici le poids, non, c'est une force conservative, ça dépend pas du chemin suivi. J'ai les forces de frottement qui vont tenir compte, et j'ai la réaction ici du support. Alors, comme mon déplacement est comme ceci, regardez bien, la réaction du support, elle est perpendiculaire à mon déplacement. On avait vu que toute force qui était perpendiculaire au déplacement ne travaillait pas. Donc, comme je peux noter comme R est perpendiculaire au déplacement, ça veut dire que le travail de A vers B de ma réaction est égal à 0. D'accord? Donc en fait, ça veut dire que cette formule-là, ça va tout simplement être, la somme des travaux, c'est quoi? Bah, c'est le travail de A vers B de la force de frottement. D'accord? Alors, le travail des forces de frottement, on avait vu aussi qu'il était égal à moins F fois le déplacement. Donc ça veut dire que ça, c'est moins F fois le déplacement, c'est-à-dire AB. Hein, c'est de A vers B. Alors, ma variation d'énergie mécanique, je ne vais pas la recalculer puisqu'on l'a déjà faite juste avant, c'est la même, ça ne change rien. La variation d'énergie mécanique, c'est delta EM égale EM en B moins EM en A, et puis on avait vu que c'était 1 demi de MVB carré moins MGH. Donc je vais la réécrire telle quelle. Donc ici j'ai quoi? J'ai 1 demi de MVB carré moins MGH qui est égal à moins F AB. Alors, maintenant, qu'est-ce que je connais? La masse, on vous demande, alors dès que je vais regarder, donc on va exprimer ça entre M, ça c'est bon, GV, alpha A, j'ai pas de alpha, ça va être bizarre, G, G, H, H, G et VB', ah oui, c'est moi que j'ai pas mis de prime ici, je vais mettre un prime ici, du coup, puisque c'est la deuxième vitesse. Donc c'est bien sa fois qu'on peut voir comment on fait une erreur. Donc voilà. La seule chose qui me manque, vous voyez, c'est alpha. Alors moi j'ai pas alpha, par contre j'ai AB. Donc on va essayer de voir, est-ce que je peux pas avoir AB en connaissant alpha? Alors regardez bien, ici j'ai un triangle qui s'appelle le triangle rectangle. Donc ce triangle rectangle, j'ai un angle, j'ai une hauteur. Maintenant on va essayer de trouver celle-ci. Si vous regardez bien, c'est le sinus. Alors je vais le marquer sur le côté ici. En fait, si je fais sin alpha, sinus de alpha, c'est quoi? C'est côté opposé sur hypoténuse. Côté opposé, c'est celui-ci, c'est H, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AB.
Donc autrement dit, ça veut dire que AB, c'est égal à H sur sinus alpha. Donc je peux remplacer mon AB par H sur sinus alpha. J'aurais peut-être dû laisser un peu plus de place. Il faudrait faire un schéma plus petit, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc conséquence, en fait, j'ai mon équation, j'ai 1 demi de m vb' au carré moins m gh qui est égal à moins f fois h sur sin alpha. Ça commence à ressembler à des équations en physique. Ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Eh bien, il faut que j'arrive à exprimer le f, donc il faut résoudre son équation pour avoir le f. Alors, c'est pas si compliqué que ça. Le seul problème, c'est que j'ai plus beaucoup de place. Alors, du coup, je suis désolé, je vais le mettre sur le côté. En fait, ce qu'il faut, je vais passer le sin alpha de ce côté-là, et je vais passer le h de l'autre côté. Donc là, je vais multiplier par sin alpha à gauche, et puis je vais diviser par h de ce côté-là. Et puis, je vais enlever le moins, donc je vais inverser les deux termes. Donc, si j'enlève le moins, j'inverse les deux termes, et que je fais tout ça, ça vous donne que sin alpha divisé par h fois quoi? M g h moins 1 demi de m vb' carré. C'est pas alors égal f. C'est pas très beau ça. Je peux par exemple factoriser si je veux par m ici, ce qui permettra d'avoir quelque chose d'un peu plus joli. Bon après c'est pas très grave. Hein. Si je factorise pas par m, je ne peux pas vous en vouloir. Donc c'est la formule que j'ai. Et donc j'ai exprimé ici, ma force de frottement en fonction de tout ce qu'on me demandait, c'est-à-dire m, alpha, g, h et vb'. Voilà. Ah, ça fait du bien, hein, un petit peu de physique, véritablement. Voilà. Non, petite blague, pas drôle. Dernière question, attribuer à chaque graphique le cas correspondant, ça c'est facile. Donc ça c'est le premier cas évidemment, puisque vous avez conservation de l'énergie mécanique qui est constante, et ici c'est le deuxième cas, puisque vous n'avez pas conservation de l'énergie mécanique, puisqu'il y a des frottements. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt.